Franck Vinchon aurait pu être musicien. Il jouait du métal dans sa jeunesse et la question s'est vraiment posée pour lui. Finalement, il choisira l'école de commerce et la pub, à une époque où la pub avait encore une aura de créativité. Il est passionné d'histoire, pas celle avec un grand H, mais toutes celles qui racontent les marques. Dans cet épisode, avec de nombreuses anecdotes, il nous raconte son parcours et nous parle des marques pour lesquelles il a travaillé en tant que directeur d'agence prestigieuse. Aujourd'hui, Franck est entrepreneur. Il a créé son agence de branding avec un focus sur les marques Challenger. L'entrepreneuriat n'est pas tout à fait un accident, il y pensait depuis quelque temps, mais comme il le dit lui-même, sans un coup de pied au cul, il n'aurait peut-être jamais sauté le pas. Dans cet épisode, nous parlons avec Franck d'entrepreneuriat, de storytelling, d'éternel second, de leadership et des chemins qui n'ont pas été suivis. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Peut-être que tu rêves d'une transition de carrière. Peut-être que tu te poses des questions sur ton job. Peut-être que tu es en recherche d'emploi ou que tu traverses un burn-out. Le travail est au cœur de nos vies. Les récits que mes invités partagent donnent à voir leur parcours, leurs choix et leurs doutes. À toi d'y puiser ce qui te parle le plus. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute et de le partager autour de toi. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Franck Vinchon. Bonjour Franck. Salut Sarah, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Parfait, super, ravi d'être là. Eh ben écoute, ravi de t'avoir à mon micro. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Alors, très simplement, j'ai 49 ans, je suis marié et j'ai deux enfants. J'habite à Amsterdam et je pense qu'il me caractérise le plus personnellement, je suis un passionné d'histoire, mais pas d'histoire-géographie, d'histoire en général, de storytelling comme on dit dans mon métier de marketing. De storytelling. Et on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais les histoires ont façonné un peu qui je suis et ont façonné ma vie personnelle, ma vie professionnelle et tout ce qui s'ensuit. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à Amsterdam? Parce que je crois savoir que tu as vécu dans de nombreux pays différents. Et Mhm. aujourd'hui, Amsterdam, pourquoi? Alors, Amsterdam, pour des raisons simples et en même temps, il y avait forcément un choix à faire. Donc, j'ai passé pas mal de temps, presque 13 ans en Russie. De 2006 à 2018. Après 13 ans en Russie, on s'était dit avec ma femme et ma fille, puisque mon deuxième enfant est né à Amsterdam, que ce serait bien de pouvoir peut-être retourner en Europe. Donc, ça n'a aucun rapport avec la guerre et tout ce qui s'est déroulé maintenant depuis plus de 2 ans. Et en fait, en 2018, j'avais notamment participé, enfin, j'avais été élève dans une école à Amsterdam qui s'appelle Think, qui est une école de leadership créatif, leadership business. Et donc, je faisais des allers-retours assez fréquemment avec Amsterdam. Et quand on a fait une liste un peu voilà, de tous les endroits où on pensait aller, où ce serait intéressant d'aller, Amsterdam était dans la liste et en fait, voilà, on a choisi Amsterdam. Alors, pour la petite histoire, ma femme ne voulait pas du tout venir. Donc, j'avais organisé, alors tu vas rire un peu, j'avais organisé au Nouvel An, je crois, Nouvel An 2018, une sorte de petite escapade romantique à Amsterdam et il a plu pendant une semaine et il faisait un froid de canard. Et ma femme, qui est pourtant russe, m'a dit, mais jamais. Alors, elle connaît bien Amsterdam parce elle avait travaillé ici aussi. Enfin, elle est productrice de films, donc elle avait fait des films ici. Et elle m'a dit, mais jamais, jamais je pars de Russie pour aller dans un pays où il fait presque aussi froid, où il pleut tout le temps.
Et puis finalement, j'ai réussi à la convaincre. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'on est ici et content d'être ici. Et je voulais revenir sur leadership créatif. Qu'est-ce que c'est que le leadership créatif? Alors, c'est en fait, alors il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a pas vraiment d'explication très précise sur, voilà, le leadership créatif, en fait, explore plusieurs aspects de la personnalité des gens. Donc, par exemple, si on parle de l'école que j'ai faite, on ne parle pas que de sujets professionnels. Il s'agit aussi de se connaître soi-même, d'être vulnérable, de, de tenter des choses, de comprendre les choses, d'utiliser bien sûr des méthodologies pour prendre les gens, enfin de motiver les gens autour de soi, etc. Mais le leadership créatif, et c'est là où c'était intéressant pour moi, c'était vraiment de faire une introspection personnelle. Donc en fait, il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de possibilités de faire ça. Et le coaching peut aider à faire ça aussi. Le leadership créatif, c'est pas de devenir un créatif en particulier, mais c'est d'être capable de remettre en question, d'ouvrir les choses, d'être curieux, de pouvoir comprendre les choses différemment, de façon permanente dans son travail, dans son activité et aussi dans sa vie de tous les jours. Donc une introspection personnelle, mais c'est aussi le fait de s'ouvrir à des choses qu'on connaît peut-être moins. Donc moi, dans ma position, j'étais dans une position d'entrepreneur, mais je venais du corporate, donc je comprenais cette partie-là. L'associatif était un peu moins dans mes cordes, même si j'ai travaillé pour pas mal d'associations dans mes activités professionnelles. Et là, c'est vrai que ça nous permet vraiment de découvrir des choses très différentes. Donc c'est vrai que l'aspect, c'est vraiment de former les gens vers un leadership dans le futur, c'est-à-dire un leadership éclairé, un leadership ouvert, un leadership qui comprend aussi toute la complexité de notre monde. Donc on peut être un directeur d'une grosse banque, mais aussi comprendre les impacts que ça a sur le monde sans forcément avoir des œillères et essayer justement de faire que de l'argent. Donc voilà, donc c'est vraiment de mélanger tous ces mondes qui finalement, quand on y réfléchit, doivent coexister. Ils doivent absolument travailler ensemble parce que bon, on connaît tous les problèmes qu'on qu'on a actuellement dans le monde, dans la société, etc. Et en fait, il faut que tout le monde y mette un peu de soi. Et donc, c'est vrai que ça permet d'échanger, de comprendre et aussi d'interagir et d'agir. En fait, il y a pas mal de gens que je connais qui ont fait cette école, qui maintenant travaillent ensemble sur des projets en particulier. Donc c'est vraiment le leadership de demain, le nouveau leadership. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure que toi, tu as été justement dans cette transition entre corporate et entrepreneuriat. Donc, Mm. pourquoi cette transition? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, quitter le corporate pour devenir entrepreneur, ou est-ce que c'est un effet d'opportunité? Alors, je vais vraiment, je pense que c'est important d'être honnête dans ce genre de conversation. Et en fait, j'en ai un peu marre des gens qui disent oui, mais l'entrepreneuriat ou alors l'indépendance est une opportunité, etc. En fait, il faut savoir, enfin en tout cas, avec tous les gens avec qui je discute, en général, l'indépendance apparaît quand les gens perdent leur travail, quand les gens ont des choses qui arrivent dans leur vie et puis bah voilà, on devient indépendant parce que on peut pas toujours attendre. On peut pas attendre un travail, un boulot, une opportunité. Et je me souviens très clairement d'une discussion que j'ai eue, je crois, en novembre-décembre de l'année dernière, avec une personne qui était un peu comme moi, alors pas entrepreneuse, mais plutôt freelance. On a à peu près la même génération. Et puis on parlait avec une jeune femme, un peu plus jeune. Et puis elle disait, oh là là, c'est exceptionnel. Moi maintenant, je me suis mis à mon compte, c'est extraordinaire, etc. Et nous, on lui disait, mais en fait, il faut arrêter de se raconter des bobards. C'est-à-dire que oui, il y a une période lune de miel, mais en général, il faut être très, très conscient que la plupart des gens qui lancent dans l'entrepreneuriat, alors après, il y a des exemples très connus de gens qui, voilà, qui ont vraiment des envies, etc. Mais c'est quand même parce que enfin, parce que il y a quelque chose qui a changé dans leur vie et pas forcément positive. Donc ça, on pourra peut-être éclairer ce point-là. Donc en fait, moi,
dans mon cas, j'avais très envie de créer ma petite entreprise, parce que c'est une petite entreprise, on est quatre, hein, donc c'est vraiment. Mais à un moment, voilà, quoi, on est dans un confort. Le travail, enfin, le travail salarié, d'être employé, c'est un confort. Et je pense que les gens s'en rendent pas compte. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés et que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent souffrir parfois de certaines situations. Mais le travail salarié, c'est quand même facile. Enfin, si on n'est pas trop, voilà, c'est facile. L'entrepreneuriat, c'est une autre paire de manches. Donc, moi, j'avais cette envie-là, mais il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, il faut un peu un coup de pied au cul pour y aller. Et moi, mon coup de pied au cul, il a été très clair, c'est que j'étais directeur général de Publicis Europe de l'Est pendant 3 ans et demi. Et un jour, ils m'ont dit, bah, enfin, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées, et je ne viendrai pas là-dessus parce que ça, c'est des choses un peu complexes à expliquer à des gens qui connaissent pas trop la Russie, mais et voilà, j'ai été viré. Donc c'était presque le bon moment parce qu'en fait j'en avais marre. Je faisais pas ce qui me plaisait. La direction générale d'une agence, même si maintenant je suis le directeur général de ma petite agence, mais c'est pas pareil. C'est très compliqué. Et puis Publicis c'est à Paris. J'avais toujours Paris au téléphone et attention, faut faire ci, faut faire ça. Enfin en fait je ne faisais plus mon métier du tout. Par contre, il faut être honnête, je ne l'aurais pas fait si on m'avait pas mis devant le fait accompli. Donc voilà, donc c'est voilà, moi je voudrais remettre un peu les choses à leur place. Des gens qui disent oui, je veux ma liberté, l'entrepreneuriat, c'est pas une liberté totale, hein, faut être assez clair là-dessus. C'est parfois, et très souvent, on travaille même beaucoup plus que dans le salariat. Donc c'est une liberté conditionnelle. C'est à nous de nous mettre nos règles. Voilà. Et donc, quand la séparation de corps s'est opérée avec Publicis, est-ce que tu avais ce projet d'entreprise, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit, justement, je vais quand même chercher un autre poste salarié à Amsterdam ou ailleurs, parce que l'entrepreneuriat, je suis pas complètement sûre. Alors, donc j'étais à Moscou à l'époque et je suis resté à Moscou un petit peu de temps. Alors, l'avantage de ma position quand j'étais à Moscou, c'est que tout le monde me connaissait. Parce que bon, ben, voilà, j'étais directeur général d'une grosse agence. J'avais fait d'autres agences avant, donc ça fait quand même 13 ans, enfin à l'époque un peu moins, 11 ans que j'étais là-bas. Les clients, enfin, les gros clients me connaissaient, beaucoup de petits clients aussi, les autres agences me connaissaient. Donc en fait, et c'est là un peu où je reviens sur cette jeune femme que j'ai rencontrée l'année dernière. Ah bah, c'était facile au début. Toutes les agences m'appelaient en disant, ah Franck, maintenant que tu es disponible, tu peux faire un projet avec nous. Maintenant que tu es disponible, ah mais tu as travaillé avec Pepsi, justement, on a une appel d'offres sur Pepsi, viens, tu les connais, tu vas nous aider. Voilà, donc en fait, les projets pleuvaient. Au début, je gagnais presque autant, si ce n'est plus que quand j'étais directeur général. Donc c'était plutôt assez bien payé. Donc, cette petite lune de miel un peu sympathique où tout le monde vous adore, ça dure un an et demi, et puis, puis au bout d'un moment, vous commencez à être moins dans le système, un peu moins dans les petits papiers. Il y a des gens aussi qui poussent à côté. Puis quand vous aidez une agence deux, trois fois, après, ils ont peut-être envie de voir si. Oh, puis après, il y a peut-être des échecs. Alors, ils veulent plus travailler avec vous, etc. Et puis là, c'est là où l'entrepreneuriat commence, en fait. La première année, c'est pas de l'entrepreneuriat. On récolte les fruits de toutes nos années de réseau, de connexion, etc. Donc ça, la première année, super. Ah, les gens vous connaissent, on est encore bien sur le marché, notre nom est un peu en haut de la liste. C'est au bout un an et demi, 2 ans que là, bah, il faut aller les chercher, les gens, en fait. Et là, Sarah, ce que je voulais te dire, c'est que le passage, donc tu parlais d'Amsterdam, le passage à Amsterdam a été extrêmement brutal. Parce que quand je suis venu, j'avais mon réseau par l'école, avec d'autres gens aussi, je connaissais pas mal de monde. Et puis le Covid est arrivé 6 mois après. Donc j'ai perdu tous mes clients.
Donc pour réseauter durant le Covid, bon, tu t'en souviens, hein, c'était la folie, très galère. Et puis après, moi, j'avais pas mal de clients encore d'Europe de l'Est, des clients ukrainiens, des clients russes, des clients kazakhs. Et ben après le Covid, il y a eu la guerre. Donc, donc il faut aussi comprendre que parfois, on attribue à soi-même les succès, on attribue à soi-même souvent aussi les échecs. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est aussi le contexte. Le contexte est très important. Et les changements sont importants, les changements géographiques ou les changements de discipline, les changements de marché. Moi, je suis absolument euh, vraiment. Enfin, j'adore voir des gens qui disent, voilà, je change de vie. J'étais, je sais pas, j'étais directeur d'une grosse entreprise et maintenant je veux être photographe. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Mais c'est d'une difficulté incommensurable et les gens ne se rendent pas compte. Les gens racontent, alors on parlait d'histoire justement au début, les gens disent, ah mais quelle belle histoire, cette personne qui était dans le monde corporate, etc., maintenant veut s'exprimer. C'est la galère en fait. C'est la galère parce que personne ne vous connaît, personne ne sait. Alors vous faites votre portfolio, vous faites votre truc, mais c'est dur quoi. Donc le contexte joue énormément. Tu as dit un truc sur lequel je voudrais revenir tout à l'heure. Tu as dit au début, c'est la lune de miel et après, l'entrepreneuriat commence. Et dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment le mot entreprendre. En fait, c'est vraiment se mettre à faire quelque chose et commencer à travailler, en fait. Et comment tu définirais justement ce moment où tu prends conscience qu'en fait, les clients vont plus arriver tout seuls, qu'il faut construire quelque chose qui va faire venir les clients? Je pense que la raison factuelle, enfin, elle est claire. Voilà. Après, on est tous quand les revenus, quand on vous appelle plus. Enfin, c'est un peu comme cette image de cet acteur à Hollywood qui attend à côté de son téléphone. C'est quand le téléphone sonne, bah, c'est super. On fait deux, trois films par an. On fait une série sur Netflix. Super, super. Et puis à un moment, le téléphone sonne plus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à être vraiment un entrepreneur, c'est-à-dire comment je me positionne, comment je raconte mon histoire, même si les gens la connaissent un peu, mais finalement, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on croit toujours que le réseau qu'on a connaisse notre histoire. Le réseau ne la connaissent, ils connaissent pas bien notre histoire. Ils nous connaissent dans un contexte différent. Les gens qui me connaissaient quand j'étais chez Publicis ou même avant dans d'autres agences de publicité comme BBDO, etc., ils connaissaient mon histoire à cette époque-là. Mais maintenant, mon histoire, elle est différente. J'ai une autre idée de mon métier, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie d'avoir d'autres clients. J'ai créé des méthodologies qui sont un peu différentes parce que sinon, ça sert à rien, autant rester dans le système. Donc, en fait, souvent, les gens vous appellent en disant, oui, on se connaît bien, oui, alors on a travaillé ensemble, bien sûr, oui, on s'en souvient, ha, ha, ha. Et puis, en fait, ils vous donnent des projets qui ne vous correspondent plus du tout. Donc, le réseau, alors là, je veux vraiment faire un point très précis. C'est le réseau, c'est votre meilleur ennemi, enfin, votre meilleur ami et votre meilleur ennemi. Mais vraiment, il faut toujours dire à son réseau où on en est. Toujours, 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 toujours. Et là, bon, maintenant, avec les médias sociaux, c'est plus facile. Voilà, on écrit quelques petites histoires, etc. Et puis après, on peut contacter les gens. Il y a aussi des événements. Et voilà. Et c'est là où le changement se déroule. Au moment où on se dit, bah, en fait, maintenant, il faut que je crée mon histoire. Alors, je vais parler un peu marketing, voilà. Faut créer son positionnement, sa valeur de proposition. Il faut créer ses outils. Il faut aller vers les gens. Il faut connecter peut-être avec d'autres gens. Il faut se mettre un peu en danger aussi. Euh, et c'est le moment où on se dit, bah, ah bah, en fait, ça y est, je suis entrepreneur. Entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire avoir 10 employés. Entrepreneur, c'est entreprendre de, s- d'être son propre produit, en fait. Moi, je me souviens très bien d'un directeur de création de Publicis qui m'aimait pas beaucoup parce que bon, je l'embêtais un petit peu, qui m'avait dit le jour où je partais, alors en plus parce que je suis parti avec un peu d'amertume parce que ça s'est fait de façon très très brutale.
Pas parce que parce qu'il y avait des histoires bon, c'est la Russie, c'est compliqué. Mais qui m'avait dit, tu sais, Franck, ici, tu es le directeur général. Dès que tu passes cette porte, tu es Franck et personne te connaît. Et en fait, je m'étais dit, mais si, les gens me connaissent, parce que je savais déjà qu'en sortant, enfin, que le lendemain, j'avais une réunion avec telle agence, etc. Enfin, j'avais déjà un peu préparé. Et en fait, il avait raison. C'est que maintenant, sur la porte, il n'y a plus marqué Publicis, il y a marqué Franck Vinchon. Et c'est dur. Parce que les gens, ils savent pas, en fait, ils vous connaissent pas très bien. Enfin, ils vous connaissent quelques réunions, un peu de travail là. Moi, je suis stratégiste de formation, donc ils ont vu quand même des choses que j'ai faites. Mais tout d'un coup, vous avez votre nom sur la porte. Enfin, si vous avez une porte, mais enfin, ça peut être la porte de chez vous, hein, si vraiment. Au tout début, c'est la porte de chez vous, d'ailleurs, en général. Euh, et, et il avait raison. Alors, il avait voulu le dire de façon un peu agressive, parce que je crois il en avait un peu gros sur la patate, mais il avait raison. C'est que quand on est employé, on a l'assurance et la réassurance de l'entreprise pour laquelle on travaille. C'est-à-dire que quand vous venez à une réunion, vous venez, alors je reprends Publicis parce que c'est plus simple pour les auditeurs d'avoir voilà, un nom comme ça qui va venir. On est Franck de Publicis. On est Franck, directeur général de Publicis. Et puis 2 semaines après, on est Franck. Et les portes s'ouvrent pas de la même façon. Donc voilà. Donc c'est un constat assez évident. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens ici. C'est il faut se réinventer. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a encore parfois aussi des des petites nostalgies, des petits trucs. Ah oui, mais moi j'étais ci, moi j'étais ça. Sarah, tu vois de quoi je parle quand tu vois sur LinkedIn des gens qui disent ex-Meta, ex-Google, ex-Netflix. Oui, oui, mais enfin, t'es plus chez Meta, t'es plus chez Google. Donc, je sais même pas. En plus, t'es resté 1 an chez Netflix. Ça veut dire quoi, en fait? T'as fait quoi, en fait? Je sais pas ce que t'as fait, moi. Voilà, donc c'est tout. Voilà, il faut se réinventer. Il faut vraiment on devient entrepreneur quand on comprend qu'on est sa propre entreprise, en fait. On est sa propre force. Et justement, tu parlais de storytelling au début, et là, tu viens de dire qu'il faut se réinventer. Donc, toi, Mm. comment tu as réinventé ton storytelling quand tu es devenu entrepreneur, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que, tu as déjà un petit peu répondu, mais comment est-ce que tu fais que ton storytelling ne rentre pas dans le storytelling majoritaire aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, qui est que on peut gagner 10 000 euros par mois en postant 3 posts sur LinkedIn, en étant Mm. parti de rien, ou presque? Bon, je vais pas en parler parce que voilà, je, je, je passe un peu de temps sur LinkedIn quand même parce que voilà, je suis en recherche de clients et je vois tous ces gens qui proposent monts et merveilles et le personal branding, etc. C'est formidable, mais bon, faites attention. Il y a beaucoup de choses qui servent pas à grand-chose. Mais non, pour moi, ce qui était important, c'était de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire Alors, je n'ai pas changé de discipline. Enfin, je suis toujours dans la communication, je suis toujours dans la création de marques, etc. Mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui m'a plu le plus? Qu'est-ce qui m'a excité le plus quand j'étais, par exemple, dans des grosses agences? Et en fait, ce qui m'a plu le plus, c'est de voir des gens qui étaient non seulement, enfin, des gens, des clients qui étaient passionnés et qui étaient dans une situation où, enfin, ils avaient besoin de créer quelque chose d'exceptionnel, quoi. Alors, j'explique un peu, je mets un peu en exergue. Moi, je suis spécialiste des marques challenger. Alors, j'explique ce que c'est des marques challenger. Donc, c'est des marques, ça peut être des grosses marques ou des petites marques, hein, c'est pas, mais ce sont forcément, j'essaie d'apprendre à ces gens-là, en fait, je leur explique que la marque peut être un accélérateur pour le business, pour le succès, etc. Et que la marque qui est considérée encore trop souvent comme juste une belle image, etc. En fait, c'est un vrai accélérateur de business.
Et donc, et qu'est-ce qui m'a le plus excité en fait dans ma carrière? Je vais donner quelques exemples au hasard. C'était de m'occuper de Pepsi et de voir comment on pouvait embêter Coke, enfin Coca-Cola. Qu'est-ce qui m'a le plus excité? C'est quand Snickers, j'ai travaillé pour Snickers dans le monde entier. Quand Snickers était devenu numéro 3 dans le monde des barres chocolatées, et on a réussi à le remettre numéro un. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aime les histoires ce qu'on appelle les underdogs. J'aime les histoires des gens qui ont des petits soucis, quoi. J'aime bien les histoires des gens qui arrivent et qui disent, oh, on n'y arrive pas, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de budget, on n'a pas assez d'équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je leur donne des solutions. Je leur donne des solutions là-dessus. Et donc voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément, alors la marque, tout ça, donc c'est mon domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aider les gens à accomplir leur rêve, en fait. Alors, bon, quand on est chez Pepsi, le rêve, il est pas un peu différent, moi, j'ai accompagné des startups, des scale-up, j'ai accompagné, et ça, c'est super parce que je les ai aidés à développer leur business, alors avec mes moyens. Et je peux donc aider les gens qui me font vibrer. Alors dans les grosses compagnies, bah, on prend les clients qui sont déjà là, etc. Donc voilà, donc ça, il faut pas se dire, je jette tout par terre et je me remets en question. Il faut, il faut regarder vers le passé, se dire, qu'est-ce, qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Qui m'a intéressé? Quels sont les gens où je me suis dit en réunion, waouh! Ah, ce qu'ils disent, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment super. J'adore. Alors, même s'ils sont dans des grosses entreprises, il y a des gens qui sont passionnants. J'ai rencontré des gens exceptionnels dans des grosses boîtes et qui avaient vraiment envie de faire bouger les choses, qui avaient vraiment envie d'apporter de la valeur. Et je me suis dit, voilà, et moi, je veux travailler pour ces gens-là. Donc, j'ai juste à réajuster mes skills, mes envies, etc. Et maintenant, je me dédie à ces gens-là à 100%. Et comment est-ce que tu crées ton propre storytelling du coup? Parce que toi, Franck Vinchon, tu as créé ton entreprise. Aujourd'hui, vous êtes quatre. Quel est le Hmm. storytelling de ton entreprise? Quel est ton propre storytelling? Comment tu utilises justement tes compétences que tu utilises pour tes clients pour ton propre business? Alors, moi, étant passionné donc par les marques, ce qu'on appelle donc les marques Challenger, j'ai commencé à fouiller dans mon passé et en fait, il y a des petites anecdotes qui sont revenues vers moi où en fait, j'ai l'impression, alors, il y a certains de mes potes qui m'appellent un peu la génération Poulidor, hein. Tu te souviens de Poulidor? Je sais pas, moi je m'en souviens pas, j'étais un peu jeune, mais donc c'est Poulidor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand cycliste qui a toujours fini deuxième en fait. Et c'est vrai que moi j'ai souvent été là au bon moment. Et j'ai plein d'histoires, hein, parce que j'ai été musicien, etc. Donc j'ai rencontré des grandes stars, j'ai fait des clips vidéo, etc. J'ai toujours été là au bon moment, j'ai toujours été là avec des bonnes personnes, mais j'étais toujours un peu le deuxième. J'étais la personne un peu, parce que j'étais trop respectueux du process. J'étais trop respectueux des gens. Moi, j'ai rencontré pas mal de stars par mon métier aussi, et j'étais toujours un peu, waouh, c'est super. Alors que d'autres, ils y allaient, ils avaient rien à dire, mais ils allaient les voir. Ah ouais, on peut discuter, etc. Et donc, moi, en fait, je trouve qu'il y a une beauté incroyable des challengers, en fait, des gens qui sont un peu deuxièmes. Moi, j'adore les gens qui sont un peu dans l'ombre mais mais qui font le travail, hein. Attention, hein, c'est pas des gens qui sont là, qui profitent, etc. Non, non, non. Je trouve qu'il y a une poésie, il y a une beauté. Alors, je vais dire à être numéro 2. Bon, après, on peut être numéro 2, numéro 3. Ça, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Je trouve qu'il y a une poésie incroyable. Il y a et en parlant de storytelling, justement, il y a des histoires incroyables de gens qui, voilà, qui veulent être voilà qui sont pas nés sous les bonnes étoiles qui sont pas dans le bon pays et puis tout d'un coup bah, ils y vont quoi et ils sont challengers mais ça leur donne la niaque ça leur donne l'envie
et ils en font 3 fois plus, et je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau. Et ça, moi qui suis un passionné enfin, de sport, de culture en général, de cinéma, etc., moi je trouve on aime toujours. Moi, j'aime pas trop les héros, en fait. Moi, j'aime bien par exemple, dans les films Disney, moi, j'aime bien les petits personnages qui sont à côté et puis voilà, qui font ce qu'ils peuvent, quoi. Je les trouve beaucoup plus sympathiques. Je les trouve beaucoup plus amusants. Donc, en termes de storytelling, on parle toujours je sais pas comment on dit en français, le hero's journey, en fait. Donc, voilà, donc c'est un peu tout ce qui est les, les cycles de storytelling avec le héros qui avance, etc. Moi, je trouve que la partie la plus incroyable de cette histoire, c'est quand le héros se retrouve un peu dans la panade. C'est là où ça devient intéressant, c'est quand il y a du drame, en fait. Moi, je prends souvent un exemple parce que quand je fais des présentations à des clients, je leur parle de Titanic. Alors, encore une fois, je parle d'un film un peu vieux, je suis désolé, mais je lui dis, voilà, vous préfériez avoir un film où DiCaprio et je ne sais plus le nom de l'actrice, euh, Kate Kate Winslet. Kate Winslet, merci. Et qui disent, ah, mais tout va bien, le bateau est à l'heure, et en plus, il y a de la bonne musique, etc. Ou vous préférez voir Titanic, qui se prend un iceberg, et puis il y a le copain de Kate Winslet qui essaye de les tuer. C'est ça qui est beau. Le drame est beau. C'est ça qui fait les belles histoires. Et du coup, est-ce que toi, tu te définis, parce que tu disais tout à l'heure, dans le milieu de la musique, tu n'osais pas forcément aller voir les stars, d'autres personnes y allaient, etc. Ce qui, par ailleurs, Mm. est une magnifique parabole ou métaphore de la vie en entreprise, hein, de ceux qui disent et ceux qui font. Et est-ce que toi, tu te définis justement comme un underdog? Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, En fait, enfin, ce matin, par exemple, j'ai eu une petite réunion avec mes équipes, etc. Et je leur ai dit, voilà, en fait on ne prouvera à nos clients nos capacités et notre talent que si on l'applique à nous-mêmes. Donc, en fait, bah, on est une petite équipe. Il y en a même qui n'étaient pas trop dans le marketing avant. Il y en a qui ont fait d'autres choses, etc. Et je dis, bah, si on y arrive, bah, ça veut dire qu'en fait, on peut vraiment aider les gens. Donc oui, oui, cette histoire d'être un peu en marge, trouver des solutions quand on a l'impression qu'il n'y en a plus, etc. Et ça fait des belles histoires, quoi. Enfin, la victoire est d'autant plus belle si on démarre en ayant tout. Bah, c'est un peu, enfin, toi qui conseille beaucoup sur le travail, etc. Enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat aussi est quelque chose de très injuste. Et moi j'aime les gens, j'aime les clients, j'aime les marques qui ont commencé comme ça sur un coup de folie, sur une envie, oui, c'est beau parce que bon, les gens qui me disent, bah oui, j'ai une petite entreprise, on est 400 et puis en fait, on a déjà enfin, lever, c'est déjà un bel effort, mais il y a papa ou maman qui nous a donné déjà 10 millions. Bah oui, bon, bah, ouais. C'est moins intéressant parce que là, ok. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des risques, en fait. Voilà. Hmm. Et comment tu construis parce que tout à l'heure, tu parlais du voyage du héros, qui est une Mm. structure classique de storytelling. Mhm. Et comment toi, tu construis justement le storytelling des marques pour lesquelles tu travailles? Dé- dé- Déjà, le storytelling des marques, il faut un conflit, en fait. Une vraie belle histoire, c'est une histoire où il y a un vrai bon conflit. Et en général, les chefs d'entreprise ou les directeurs marketing, enfin les gens avec qui je discute, ils veulent surtout pas de conflit. Mais quand je leur parle de conflit, c'est pas un conflit, on va pas commencer à monter sur le ring, etc. Mais il faut se battre pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une situation, etc. Alors les marques challenger, on dit souvent, les vraies belles marques challenger se battent pas contre leurs concurrents, elles se battent pour un idéal
un purpose, comme on dit, elles se battent pour un idéal plus grand. Par exemple, avec Patagonia, Patagonia s'est délibérément écarté du monde de la mode ou du monde du sport en disant, nous, on n'est pas là-dedans, on est un acteur du changement climatique dans le monde. D'ailleurs, Patagonia est devenue une association. Ce n'est plus une, voilà, à profit, mais une association. Ça, c'est très, très fort parce que du coup, ils sont challengers d'eux-mêmes, en fait. Ils sont challengers d'une situation. Ils sont challengers d'un monde bah, qui part en vrille. On a vu Los Angeles dernièrement. Enfin, bon, enfin, on peut en parler pendant des heures. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste du changement climatique, mais enfin, quand même, il y a des choses qui sont évidentes. Et Patagonia est une vraie belle marque challenger parce que elle se dit pas, tiens, comment je vais gagner des parts de marché contre je sais pas qui, Nike ou d'autres. Elle se dit comment je mets à profit mon savoir-faire et mes produits et mon approche pour changer le monde, pour changer les gens. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une vraie tension héroïque, puisque tu parlais de héros. C'est une vraie tension héroïque. Alors, dans l'autre veine, et là, je vais pas me faire que des amis, mais certains s'en souviendront parce que j'ai fait une présentation au COMEX, comme on dit en français, au COMEX Monde, enfin une partie du COMEX Monde de Pepsi à New York. Et à un moment, on avait un agenda très précis et il y avait un peu du battement à un moment. Et ma cliente Europe m'a dit, tiens, Franck, tu as toujours des bonnes idées pour des petites présentations un peu sympas. Bon, ok, pourquoi pas. J'étais encore en agence à ce moment-là, hein. Tiens, t'as une heure, vas-y, fais-nous un truc un peu rigolo. Enfin, pas rigolo, mais un truc un peu, voilà, c'est après manger, tout ça. Enfin bon. Et là, j'arrive avec une présentation et je dis que je traduis ça en français rapidement. C'est formidable d'être numéro 2 pour toute la vie. Oh, je me suis fait allumer. Donc, ils ont demandé aux gens dans la salle de partir, etc. Le directeur Europe m'a dit, Franck, faut qu'on, parce que je le connaissais un peu, il m'a dit, faut qu'on parle. Là, t'as jeté un pavé dans la mare, qu'est-ce que t'as fait, etc. Je dis, non, mais je sais pas si tu connais un peu l'histoire de la publicité, mais c'est Avis dans les années 50-60 qui disait nous sommes numéro 2, donc nous essayons, nous en faisons plus, etc. Donc en fait, les marques challenger ont toujours été un apport d'innovation, de créativité, parce qu'il faut en faire plus, il faut faire des choses différemment, etc. Et là, il m'a dit un truc qui a résonné dans ma tête. Alors, à part le fait qu'il m'a dit qu'à la fin, il allait parler avec mon boss et que j'ai cru que j'allais être viré, mais en fait, ça s'est bien passé. Il m'a dit, nous, dès que tu rentres chez Pepsi, on dit aux jeunes ou aux moins jeunes que c'est la guerre avec Coca-Cola parce qu'on est à égalité avec Coca-Cola. On leur dit, c'est la guerre. Et là, tu arrives et tu dis, c'est génial d'être numéro 2 parce qu'on peut être plus créatif, plus créatif, plus intéressant, etc. Je peux pas te laisser faire ça. On peut pas faire ça. Mais tu as entièrement raison. Je dis, mais c'est ça le monde de l'entreprise aussi. C'est pour ça aussi que d'être un peu en dehors permet aussi peut-être de dire un peu plus la vérité. Une vérité qui peut faire mal, qui peut embêter, qui peut gratter. Moi, j'ai perdu pas mal d'opportunités parce que, ouais, j'ai dit des choses, quoi. J'ai dit des choses. C'était pas méchant, mais ils ont dit non, mais ça, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce que tout notre système de pensée, parce que chaque entreprise est un système de pensée, tout notre système de pensée est basé sur la guerre. Alors, c'est très intéressant en plus. Alors, je ne sais pas si on a un peu le temps, mais euh, déjà, le vocabulaire de la guerre dans l'entreprise, waouh, c'est dur, quoi. Et là, moi, je comprends que les gens, à un moment, des burn-out et tout, parce qu'à un moment, enfin, quand on fait un boulot et on part en guerre, c'est dur, quoi. Enfin, à un moment, il y a des choses quand même plus compliquées dans la vie que d'aller vendre de l'eau gazeuse avec du sucre dedans. Là, encore une fois, les gens de Pepsi vont vraiment me haïr. J'espère que, enfin, la plupart d'entre eux parlent pas français, mais moi, j'en connais quelques-uns quand même, notamment un très bon pote qui était chez Pepsi. Ouais, j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais le truc, c'est que déjà le vocabulaire de la guerre, c'est juste incroyable. Et puis après, moi, je me suis dit, mais
ce, ce vocabulaire, cette sémantique de la guerre, moi, ça m'intéressait. Je trouvais ça. Et moi, j'avais des potes chez Coca-Cola. Alors, je suis allé les voir et j'ai dit, voilà, c'est la guerre avec Pepsi. Ils m'ont fait, mais quelle guerre? Je dis, bah, vous savez, la guerre des colas, enfin, on en parle toujours, hein. Attention, les colas et tout ça. Puis maintenant, il y a Dr Pepper qui vient un peu se mettre dedans, etc. Il me dit, mais nous, la guerre, elle est gagnée depuis longtemps. On parle pas de guerre. Nous, on nous challenge, on avance, mais on regarde pas tellement ce que fait Pepsi. Alors moi, j'arrive super fier et tout, je vais voir ma cliente Pepsi, je dis, mais vous savez, pour eux, il n'y a pas de guerre, hein. Et là, non, mais si, c'est la guerre et tout. Donc, donc voilà, donc c'est vrai que les entreprises aussi peuvent aussi donner un peu des directions parfois un peu troublantes. Donc, il y a des marques challenger qui le font mal, en fait. Et puis Patagonia, comme exemple, hein, il y en a plein d'autres, Tony Chocolonely, tout ça, enfin, des gens formidables. Eux, ils ont vraiment, voilà, ils essayent de changer les choses de façon positive et de façon différente. Et il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs techniques de storytelling. Mais pour les gens qui travaillent dans certaines entreprises, je trouve que cet esprit challenger ou cet esprit peut être extrêmement mal tourné et du coup peut engendrer des traumatismes ou des frictions parce que les gens se sentent pas. Enfin, aller chez Pepsi pour aller faire la guerre, je pense qu'il y a d'autres problèmes dans la vie, quoi, quand même. Voilà. Et juste en aparté, tu disais la sémantique de la guerre dans les entreprises, mais en fait, le mot cadre en France, il vient de l'armée en fait. C'est Mm. littéralement hérité de l'armée et le mot manager et manager, ça vient du directeur de manège, toujours à l'armée, celui qui faisait tourner les cavaliers à cheval dans le manège. Donc il y a clairement un lien, en tout cas dans la sémantique, et on pourrait débattre de ce que ça infuse dans les entreprises aujourd'hui, entre l'armée, le conflit, la guerre et la gestion des entreprises. Voilà, c'était juste Ouais, un aparté sur le sujet. c'est très intéressant ce que tu dis et enfin, je ne savais pas, c'est vrai. Et je pense que, et alors là, alors on revient, on refait un autre saut en arrière, donc sur le leadership du futur et ce leadership créatif, c'est de dire, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on change un peu la façon d'en parler, de parler du travail, de la valeur travail, de la passion travail. Arrêtons de dire que moi, j'ai assisté à des réunions de commerciaux, mais on a l'impression qu'ils vont au championnat du monde des poids lourds à Las Vegas, quoi. Enfin, alors qu'en fait, voilà, moi, je préfère parler d'un jeu. Mais bon, après, les gens me disent, mais non, c'est pas un jeu, faut gagner à tout prix. Non, faut pas gagner à tout prix. Parce que gagner, c'est un système, enfin, c'est une approche systémique. On gagne jamais vraiment. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. Donc il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Euh, euh, Quand on pense qu'on a gagné, on a un peu laissé un peu de soi derrière quand même. Je trouve que la victoire et encore une fois Nike est un bon exemple. Enfin en tout cas au niveau publicitaire avec la victoire, etc. Enfin bon. Ce côté, voilà, il y a pas de place pour les numéros 2 chez nous, etc. Enfin, il y a eu un peu un revirement dernièrement des campagnes. Euh, je, je trouve qu'il y a parfois comment on dit ça, euh, une perception de la victoire qui est idéalisée, en fait. Mais il n'y a jamais vraiment de victoire. Enfin, Ouais, c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de vainqueur, exact, il y a pas de perdant tout à fait. dans Tout le monde l'absolu. perd au final parce qu'en fait, même s'il y a des valeurs ou des choses derrière, mais tout le monde perd parce que alors le sport c'est différent parce qu'il y a un côté un peu épique et tout et puis bon c'est pas très grave. Quand on gagne une Coupe du Monde ou on la perd, oui bon ça fait mal quand même surtout pour nous pour la dernière mais euh, mais euh, mais on voilà et puis on la gagnera on l'a déjà gagné et puis on la regagnera peut-être plus tard et puis en fait puis ça fait des moments mémorables. Moi je trouve que si on parle de sport notamment, je trouve que souvent j'aime bien les équipes qui perdent. Ça, c'est magnifique.
parce qu'elles sont héroïques, en fait, elles sont belles, c'est un peu des drames, c'est de la tragédie grecque. Je sais pas, quand Mbappé met trois buts en un quart d'heure, enfin, c'est une tragédie grecque parce qu'on sait que ça va pas passer, on le sent que ça va pas passer, mais c'est beau et on les aime pour ça aussi, les sportifs. C'est-à-dire que voilà, bon, après on pourra en parler pendant des heures, mais je trouve que le business pourrait s'inspirer énormément du jeu, en fait, du jeu, de la place du jeu dans l'entreprise. C'est un jeu au final, alors c'est un jeu parfois un peu compliqué et qui est un peu injuste dans certaines situations, mais si on met pas un peu comme ça d'éléments voilà, un peu amusants. À quoi ça sert? Enfin, c'est juste, c'est l'enfer, c'est l'enfer sur Terre. Si c'est que faut être numéro un, faut être numéro un, faut être les premiers, faut être les premiers. Mais bon, il y a des gens qui y arrivent en plus très bien et souvent de façon un peu erronée. Mais bon, voilà. Enfin, c'est un vaste sujet sur lequel je sens que tu as envie de dire plein de choses, mais on n'a pas forcément le temps. Ouais, on va essayer de pas refaire le monde de l'entrepreneuriat et du Non. capitalisme contemporain là aujourd'hui tout de suite. On Mm. n'a pas tout à fait le temps pour ça, je pense. Et avant de parler du coup de tes loisirs et d'autres aspects de ton métier, parce que tu as écrit des livres, tu as été musicien, Mm. tu as écrit un Mm. roman aussi, je crois, tu as fait un Oui. film ou quelque chose comme ça. Bref, j'aimerais parler de tout ça, mais avant tout ça, j'aimerais que tu nous dises d'où vient le nom de ton entreprise. Donc en français, ça serait Néon 42. En anglais, ça serait Neon 42. Ouais, Pourquoi ce nom? ouais. Alors, bon, bah, le 42, on sait tous, hein, on sait tous ce que c'est, presque, je sais pas. Alors, le Hitchhiker's Guide to Galaxy, alors, je ne sais plus très bien comment on le dit en français. Tu connais ce livre ou pas, non? Un livre Non. de science-fiction des années 70, peut-être, 70. Donc, c'est un peu une histoire un peu folle où, à un moment, le personnage principal rencontre un ordinateur et lui dit, mais c'est quoi la réponse à la vie, à tout, et il lui dit 42, 42, 42. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, essayez ça chez vous. Si vous prenez ChatGPT ou votre outil préféré en termes d'IA et vous mettez donne-moi un chiffre entre 1 et 100 de façon aléatoire, le 42 va sortir à 22% de plus que les autres. Parce qu'en fait, à cause de ce livre, le numéro 42 revient dans beaucoup de discussions. Et bon, après, il y a eu des groupes de rock qui s'appelaient voilà, 42, etc. Enfin, donc le 42, c'était un peu, voilà, on avait un peu brainstormé avec des potes et puis on s'était dit, ouais, comme t'aimes bien un peu ce côté imaginaire, le côté storytelling et puis ce côté un peu, on sait tout mais on sait rien, etc. Donc le 42, c'était un peu mon chiffre. Et Néon, c'était parce qu'au début, mon envie de positionnement, c'était plutôt d'être spécialisé dans le monde du divertissement et le monde du sport, etc. Donc, ce côté un peu brillant, et on va en parler après, puisque tu parlais des livres, etc. Donc, j'ai toujours été un peu attiré, alors pas toujours à bon escient et pas toujours de façon efficace, mais j'ai toujours été un peu attiré par non, pas par le strass et les paillettes, mais par ce côté un peu brillant. Je, voilà, j'ai été sur scène pas mal quand même dans ma jeunesse, etc. Donc voilà, Néon, ça faisait un peu Las Vegas, ça faisait un peu genre voilà. Donc on a mis ça ensemble alors pour un spécialiste de la marque, ça va faire un peu bizarre ce que je dis, puis finalement en fait ça reste et puis ça veut plus dire grand-chose et non c'est vrai, mais bon. Alors, moi j'ai des gens de mon équipe qui disent, ah, on pourrait changer de nom et tout, mais bon, après, ça fait quand même plusieurs années que je répète ce mot-là au moins 10 fois par jour. Donc, je me dis que finalement, peut-être que quand même, il y a certaines personnes qui se souviennent un peu de nous. Donc, si on commence à changer tout, et puis ça sert pas, ça sert à rien de changer. J'aime beaucoup un grand marketologue anglais qui s'appelle Mark Ritson, qui disait, quoi qu'il arrive, dans votre entreprise ou pour votre business, changez tout. Le seul truc qu'il ne faut pas changer, c'est le nom. Parce que finalement, le nom, vous pouvez toujours raconter une belle histoire derrière. Et j'ai gardé ça, en fait. Voilà, donc je me suis dit que voilà, on va garder ce nom-là et puis on va en faire quelque chose.
Et donc, les néons et les paillettes, tu as été musicien. Alors, j'ai découvert ça récemment et là, tu en as parlé au début. Qu'est-ce que tu Ouais. faisais? Quand as-tu été musicien? Qui as-tu rencontré? Oh là là, voilà, ça va faire un petit peu le mec qui se la pète et tout, c'est horrible. Alors, bon, bah moi, j'ai commencé la musique vers mes 15 16 ans, alors un peu comme tout le monde à mon époque. Je suis tombé dans le grunge, je suis tombé dans les choses comme ça. J'ai très vite fait du punk aussi. En fait, le punk, c'est toujours une alternative facile parce que il faut jouer trois notes en fait. Donc donc en fait le punk c'est la musique idéale pour ceux qui ne savent pas jouer de musique. Et donc comme je savais pas très bien jouer de musique, c'était parfait. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu chanteur parce qu'en fait j'étais vraiment mauvais. Alors je joue un peu de basse, je joue un peu de guitare, je joue un peu de batterie, mais je suis mauvais dans tout. Donc mes copains m'ont dit bah tu vas être chanteur parce que finalement tu parles fort, tu as une grosse voix et il faut juste que tu cries. Donc, ça va aller. Alors, je me dis, bon, donc j'ai crié beaucoup dans ma petite carrière de musicien. Et en fait, c'est devenu un peu un vrai truc parce que à mes 18 19 ans, je crois, on avait fait un groupe qui marchait pas mal. Et puis, j'ai fait la première partie. Alors, pour ceux qui connaissent, j'étais dans le métal. Alors, enfin, j'y suis toujours, hein. Mon fils écoute encore du métal à la maison. Mon fils a 5 ans, hein, pardon, juste pour que les gens se recadrent un peu. Donc, il écoute pas Taylor Swift, il écoute Metallica et des choses comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai fait la première partie de Pantera, de Korn. Alors après, j'ai fait les premières parties aussi des Innocents, pour ceux qui s'en souviennent, et parce que moi, je suis d'origine de Lille et les Innocents sont lillois. Donc on est devenus potes et tout. Bon, là, c'était pas vraiment métal, mais il nous avait demandé de... En fait, mon producteur de l'époque était aussi un peu le producteur des Innocents. Donc voilà. Moi, j'ai un oncle aussi. Alors, je sais pas, c'est une histoire un peu bizarre, parce il m'en a parlé une fois, puis c'était il y a 30 ans, et il m'en a pas reparlé depuis. Qui a un peu lancé Indochine à l'époque, au tout début. Donc voilà, j'ai pas une famille de musiciens. Enfin, mon père était un peu dans le jazz, mais plutôt comme fan, et puis il allait dans les clubs à Paris, à Saint-Germain, etc. Donc on a été toujours imprégnés dans la musique, mais en fait pas musiciens. Ils étaient pas musiciens, c'était des passionnés. Donc, moi, voilà, j'ai fait des gros concerts. Je crois que le plus gros concert que j'ai pu faire, on devait être, je sais pas, 3 000 personnes dans la salle, un truc comme ça. Alors, bon, avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, enfin, je raconterai un jour un peu l'envers du décor du monde de la musique, etc. Donc, c'est pas très sympa parfois. Parfois, il vaut mieux pas rencontrer ses idoles, donc ça c'est une évidence. Et donc voilà, donc c'était un peu mon fait d'armes. Et puis depuis, oui, j'ai eu pas mal de groupes. Quand j'ai habité en Espagne, on avait un groupe. Moi j'avais fait une musique de film pour un court-métrage de Almodovar, etc. Enfin bon, voilà, j'ai toujours été un peu là-dedans. Et puis bah là, j'ai plus le temps, quoi. Enfin, puis surtout. Puis à Amsterdam, en fait, dès qu'on chante, bah, tous les voisins, ils tapent au mur, donc ça marche pas trop. Mais est-ce que à un moment, tu t'es demandé si être musicien, c'était une carrière pour toi? Ou ça a toujours été un Ouais. hobby? Non, j'ai eu une longue discussion avec mon père à l'époque. Je crois qu'il s'en souviendrait pas. Oh, il m'a un peu, il m'a pas dit non, hein. Il m'a dit voilà, ça c'est ce que tu veux faire, t'es pas trop bête à l'école, tout ça. Donc voilà. Et puis là, j'ai flippé, quoi. J'ai flippé. Ouais, j'ai flippé. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Je me suis dit que j'allais être dans la galère parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas toutes les données, on n'avait pas ChatGPT, etc. Mais enfin, on sait très bien que c'est un groupe sur 1 million qui réussit finalement. Et ça, je m'en rendais bien compte parce que moi, j'avais plein de copains dans des groupes qui, pour moi, réussissaient bien. Et ils travaillaient à la poste en parallèle et ils travaillaient, enfin, je les voyais, hein. Je sais pas pour ceux qui sont de la région de Lille. Moi, j'étais très pote avec Marcel et son orchestre, qui est un groupe un peu mythique de la région lilloise. La galère, quoi. La galère. Les mecs, il y en avait un qui était policier, je crois. Enfin, c'était un peu les YMCA, en fait. Il y en a un qui était à la poste. Puis ça galérait, quoi. Et ils vendaient pas mal d'albums déjà, hein. Et puis c'était la grande époque de l'industrie musicale. Donc c'était.
Ouais, c'est non non. Alors après, je me suis dit que j'allais quand même continuer pour parce que ça me plaisait, etc. Puis après, les aléas de la vie. En plus, comme tu disais, j'ai beaucoup changé de pays, donc à chaque fois, il faut se refaire des copains musiciens. Et puis après, il faut trouver les bonnes personnes parce qu'on a un style, on a bien un truc. Bon, donc après, petit à petit, ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça que l'écriture est arrivée comme ça. Moi, c'est clair, l'écriture, ça se fait tout seul. Donc ça, c'est cool. Ah, attends, donc t'as décidé de ne pas être musicien et t'as fait une école de commerce? Ou t'as fait... Ouais, j'ai fait Ouais. ouais, j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait le CELSA Sorbonne. J'ai fait, alors je sais pas si on peut dire master, parce que c'est une sorte de DESS. À l'époque, ça s'appelait DESS, je sais plus comment Hmm. ça s'appelle maintenant, mais une sorte de master Master 1, ça serait. ouais, master 1, d'accord, Hmm. de communication, etc. Donc j'avais comme prof, j'avais Jacques Séguéla comme prof, donc c'était plutôt sympa. Donc j'avais un peu en fait, la publicité m'est arrivée un peu comme tout le monde de ma génération avec Culture Pub. Donc, on regardait ça le dimanche soir. Donc, j'adorais ça. Et je trouvais que la publicité, c'est une sorte de... Alors, c'est ce qui est totalement faux, hein, mais ça, je l'ai appris que bien après. Je trouvais que il y avait un côté encore un peu artiste et un côté un peu business. Donc, je me suis dit, comme je suis pas bête en école de commerce, etc., peut-être que ça peut, voilà. Mais bon, je ne suis pas devenu créatif, donc en fait, le côté artiste, en fait, n'a pas été très, voilà. J'ai pas pu m'exprimer visuellement ou par les mots, même si j'ai aidé pas mal de créatifs sur certains sujets. Non, non, mais après, je trouvais que la pub, c'était encore, en tout cas, quand j'ai démarré au tout début, c'était un peu la fin, mais c'était encore un milieu un peu extravagant. Moi, mon premier boulot, c'était avec Frédéric Becbédé. Donc, c'était mon créatif sur Bouygues Télécom. Donc, en fait, on s'adorait, on parlait littérature, etc. Bon, Frédéric est quelqu'un de très spécial et j'étais un des seuls à avoir eu un peu cause. Tu vois, il parlait avec moi alors que j'étais tout jeune, hein. Il parlait pas aux autres. Il était déjà une star. Moi, je savais pas. Il était dans Voici, tout ça. Je savais pas. Je savais pas. Je m'en foutais. Il avait trouvé ça mignon. Il disait, mais tu sais qui je suis? Je dis, non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qui t'es. Je sais pas. Je m'en fous. Et c'est ça qui m'a fait atterrir aussi dans 99 francs. Donc, j'ai mon personnage dans 99 francs. Ouais, c'est longue histoire. Ouah, la Ouais, rançon ouais. encore quasiment. Bah, pas vraiment, parce que ce qu'il dit sur moi, c'est juste horrible. C'est juste l'enfer. C'est 3 pages où je m'en prends plein la figure, c'est horrible. Mais voilà. Mais il me l'a dit après, il m'a dit, mais je t'aime quand même. Donc voilà, pas de souci, pas de souci. Ah, ok. Et du coup, tu disais que c'est là que l'écriture est venue parce que ça se faisait tout seul. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'écriture? Bah, l'écriture, en fait, alors, encore une fois, je vais pas aller, parce que en fait, c'est un peu la conclusion de toute cette histoire, c'est que j'ai touché à tout, mais j'ai rien fait de bien, en fait. Donc, en fait, l'écriture est venue un peu parce que je faisais des courts-métrages. Donc j'étais plutôt arrivé par l'image. Et quand j'étais jeune, même très jeune, on avait commencé à faire nos clips vidéo, nos trucs, etc. Bon, voilà, des choses intéressantes. Et donc je suis arrivé par l'image. Et en fait, mon premier livre, c'était des idées de court-métrage, en fait. Et j'ai envoyé ça à une copine qui travaillait un peu, enfin, qui avait elle-même écrit, ou elle était proche de maisons d'édition, ou elle connaissait des gens, etc., qui m'a dit, arrête de balancer ça sur, à l'époque, les blogs, les fameux blogs. Alors, je sais plus sur quel blog j'avais mis ça. C'est super bien. Il faut que t'en fasses un livre. Et donc, ça m'est tombé dessus par hasard. Et, euh, et pour tous ceux qui veulent écrire un livre, je leur dirais, faites attention parce que l'écriture, c'est sympa, mais les réunions avec la maison d'édition, c'est pas sympa du tout. Et voilà, mais dès que ça tombe dans le business, c'est beaucoup moins intéressant. Non, non, ma femme pourrait en témoigner. Après une réunion avec eux, j'ai eu un accident, parce que j'ai pas fait gaffe, etc. Enfin, le process est extrêmement, extrêmement compliqué. Ils m'ont charcuté mes textes et tout. C'est très compliqué l'écriture aussi, hein. Après, je pense que Jean d'Ormesson ou Amélie Nothomb ont moins de problèmes que moi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que c'est très compliqué aussi d'écrire. En tout cas d'éditer. C'est très complexe.
Et t'as écrit d'autres livres, parce que j'ai vu que tu étais co-auteur sur au moins deux autres bouquins. Ouais, mais les autres étaient plutôt business. Donc, en fait, il y en a un, c'était plus parce que quand j'étais dans une agence qui s'appelle Saatchi Saatchi, on avait créé un concept qui s'appelait les Love Marks, donc les marques amour. La traduction est un peu bizarre. Mais donc là, j'avais écrit quelques pages. Là, il y a 4 ans, j'ai coécrit avec 24 autres personnes un livre sur l'innovation. Donc moi, je me suis occupé de tout ce qui était communication, enfin tout ce qui était la partie un peu plus dans mon domaine. Et puis oui, je participe. Enfin, on me demande parfois, donc ouais, ça me plaît bien. Mais il y a des gens qui me demandent quand est-ce que le deuxième livre va sortir. Et mais j'avais une idée à un moment, et puis en fait, c'est comme tout. Quand la réalité dépasse la fiction, en fait, j'avais presque anticipé la guerre en Ukraine, donc à un moment, ouais, j'ai arrêté d'y réfléchir. Ça prend du temps, hein, ça prend beaucoup de temps quand même. Mm. Mm. Et du coup, quel est l'avenir proche ou moyen terme pour toi et pour ton entreprise? Alors, l'avenir, bah déjà consolider un peu, stabiliser les choses, parce que là, on est dans une situation où en fait, on pitch. Alors, pardon, excusez-moi pour le vocabulaire un peu anglophone de la pub. On fait des appels d'offres tout le temps. Donc en fait, on est en permanence en stress à parler avec 5, 6, 7, 10 clients, puis parfois 2, puis parfois zéro, et de négocier. Donc ce qui serait bien, idéalement, j'avais réussi à faire ça un petit peu, mais bon, les choses changent, c'est d'avoir peut-être 2, 3 clients qui permettent de stabiliser un peu le business, comme ça, au moins, je pourrais, voilà. Je veux dire, voilà, tout ce qui est en plus, c'est du bonus. Enfin, c'est pas du bonus, mais c'est moins stressant. Donc déjà, stabiliser tout ça. Et puis continuer. Alors moi, je travaille pour des marques dans le monde entier, donc le côté international, il est là. Mais effectivement, j'ai pas encore de feuille de route très précise, mais j'aimerais bien peut-être avoir des gens dans le monde entier qui puissent avoir ce Neon 42. Bon, à voir. Là, je travaille, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est en Inde, etc. Donc, on est en train de voir. Il y a des choses. Mais encore une fois, le nerf de la guerre, il est évident, c'est les clients. Donc, on peut se projeter, on peut se dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Là, je suis en train de travailler sur des nouveaux produits, notamment liés à l'IA, etc. Mais bon, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients, hein. On va pas réinventer le monde. Moi, je préfère réinventer le monde de mes clients. Moi, après, je m'adapterai. Je m'adapterai aux attentes, aux nouvelles attentes des gens et comment le monde de l'entreprise évolue et le monde des marques évolue. Donc pour l'instant, on y va petit à petit et on essaie de faire au mieux. Hmm. Ok. Euh, merci Franck. Là, on arrive à la fin de l'entretien et du coup, je vais te poser la dernière question que je pose aussi à tous mes invités et que je te laisse interpréter comme tu l'entends. Et si c'était à refaire? Hmm. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Alors, si c'était à refaire, en fait, je, je pense que tout ce que j'ai essayé, c'est super. Ça m'a apporté beaucoup de choses et j'ai rencontré des gens exceptionnels, qu'ils soient connus ou pas connus, hein. J'ai vraiment eu de la chance. Si c'était à refaire, en fait, j'aurais tenté plus. J'ai, je veux pas être trop négatif, mais j'ai l'impression avoir été un peu trop spectateur de tout ça. Euh, j'ai j'ai été un peu trop fan des gens que je rencontrais. Alors qu'en fait, j'aurais pu même leur apporter beaucoup de choses et moi-même devenir. Alors après, devenir, je sais pas ce que je serais devenu, mais donc ça veut pas dire que au moment de décider d'être musicien, j'aurais dû être musicien, mais ou de mettre tout dans l'écriture non, je pense que ça aurait été peut-être inconsidéré, un peu naïf, mais j'aurais dû capter les opportunités, les signaux en tout cas de façon plus emballée.
je veux dire plus positivement. J'ai passé des années incroyables dans le monde du corporate, euh, vraiment très intéressant, mais je trouve que je n'ai pas assez tenté. Et là, donc là, c'est la discussion sur l'intrapreneuriat ou voilà. Finalement, j'ai un peu trop suivi les règles. Ce qui est bizarre pour quelqu'un qui est challenger et qui est dans le métal. Euh, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens. J'ai beaucoup de respect pour. Je trouve que les gens sont en général formidables. Ils ont beaucoup de choses. Et je pense que des fois, j'aurais dû taper un peu plus fort sur ouais, moi j'ai envie de faire ça et proposer, etc. Donc si c'était à refaire, ouais, j'aurais tenté les choses un peu plus vite. Ok. Merci Franck pour ton temps et pour cet entretien. C'était un grand plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!